Nous avons deux panélistes. Le premier sera le professeur Jean-Pierre Laujon, qui parlera de la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme. Oui, qui parlera d'un moment singulier de l'histoire singulière, l'épisode du gouverneur, le baron Roger. Ensuite, il y aura Dr Mahmoud Moussi, Université du Sine Saloum, qui parlera de Julien Schmartz, la nouvelle politique économique française dans la vallée du Sénégal et ses parrains sénégambiens, de la lune de miel à la lune du ciel. C'est donc ceci. Mais en ma qualité de modérateur, je vais m'offrir quelques minutes pour un prologue et vous me permettrez, donc, avant d'entamer les travaux de cette session, de dire le grand plaisir et l'honneur que j'éprouve à participer à cette conférence internationale qui commémore le traité de Diaw et qui est l'occasion de rendre un hommage mérité à mon collègue et ami Boubacar Baye. J'exprime pour cela toute ma gratitude au professeur Babacar Fall, qui est le très dynamique promoteur de ce prestigieux rendez-vous scientifique et culturel. Entre Boubacar Baye et moi, c'est une histoire multiséculaire tissée par nos aïeux au sein de la théocratie Peul du Fouta Djallon. Et cette relation séculaire perdure encore avec des étapes marquantes d'une grande richesse humaine. Boubacar Baye et moi avons pris les chemins de l'exil au même moment. Et par des voies détournées, nous avons atterri en Sierra Leone avant de cheminer jusqu'en Gambie et de nous retrouver à Dakar. Il y a de cela des décennies, c'était au début des années 60, et nous rendons grâce à Dieu d'être encore ici, au Sénégal, accueillis dans un pays de la Teranga. Moi, entre-temps, j'avais pris les chemins de l'Afrique centrale, où j'ai exercé au Cameroun de longues années. Et je suis revenu me retrouver ici, cheminant encore ensemble. J'évoquerai tout particulièrement notre engagement commun dans la création en 1975 de l'Association des historiens africains, dont Boubacar Baye fut le secrétaire général, dynamique et d'une grande efficacité. C'est dans ce cadre que s'est exprimée notre connivence épistémologique, faite d'engagement et de responsabilité pour la défense et l'illustration du passé de l'Afrique. Dans cette perspective, Boubacar Baye s'est révélé un historien talentueux. Un historien talentueux et prolifique. Je dirais que, tout comme Fernand Braudel a fait de la Méditerranée la matrice de son approche épistémologique, Baye Boubacar, avec pertinence et constance, s'est arrimé au fleuve. Le fleuve a été l'axe central de son heuristique. Le Sénégal, l'embouchure, le Waalo, la Gambie. Il l'a fait d'abord, comme il l'a dit, sous forme de monographie, en élargissant au fur et à mesure, et il a abouti à une perspective d'histoire globale pour servir d'argumentaire à l'intégration régionale. Je n'en dirai pas beaucoup parce que c'est profond et très profond entre Baye et moi, à telle enseigne que je prie le Seigneur de me donner longue vie. J'ai entamé l'autobiographie d'enseignant-chercheur depuis le Sénégal, Dakar, où j'ai commencé
mes études à la faculté au département d'histoire en 1963 jusqu'au Cameroun. Donc, transcendant l'Afrique de l'Ouest, j'ai pris le risque d'aller jusqu'en Afrique centrale. J'ai acquis une autre expérience. C'est là que Cheikh Anta Diop, le retrouvant, m'a dit « Ah, Thierno, tu as bien fait. Tu es un symbole, non pas de l'intégration de l'Afrique, mais de la continentalité. » Donc, je suis parti, je suis revenu. Fari Boubacar a fait une œuvre monumentale, consacrée à... Et cela a fait de lui quelqu'un d'immortel, à la manière du scribe, parce qu'il a produit un savoir profond et utile qui, je suis sûr, inspirera les générations futures soucieuses de bâtir une Afrique développée, une Afrique intégrée, une Afrique responsable et indépendante. C'est donc la raison de ma présence à ce rendez-vous et je remercie les organisateurs, je me réjouis d'être là et je félicite encore une fois Fari Boubacar pour cet hommage extraordinaire, magnifique qu'il mérite grandement. Ceci étant, nous allons commencer la session. C'était un prologue, sens et portée du traité de Diao. Amadou Bakao Diao n'est pas là, donc nous aurons deux. Il est là. Merci. Donc, je vais donner d'abord la parole au professeur Jean-Pierre Dozon. Oui, je voudrais d'abord m'associer à l'hommage à Boubacar Bari. Et puis, je voudrais dire que j'étais extrêmement touché par son discours tout à l'heure, au moins pour deux raisons. D'une part, parce qu'il a évoqué des noms de personnes qui sont disparues, que j'ai moi-même connues, Aboulaye, Samir Amin, en particulier, qui ont fait sa préface et sa postface, et des personnes que j'ai connues. Et puis j'ai été aussi très touché par ce panafricanisme que vous avez affiché à nouveau, enfin, au moins panafricanisme ouest-africain, en tout cas. Et en effet, il me semble utile de réactualiser d'une manière ou d'une autre, surtout par les temps qui courent. Je veux dire, les temps que nous connaissons, un temps difficile, avec le Sahel qui est pris dans une situation tragique. Voilà, donc c'était. J'ai été vraiment touché. À un moment donné, j'ai même eu une petite larme, en particulier par rapport à ces disparus, mais aussi par le ton avec lequel vous avez parlé de tout ça. Merci, M. Boubacar. Alors, pour ma part, je vais essayer de faire le tour, mais je voudrais d'abord dire les raisons qui m'ont amené à m'intéresser à la vie de Saint-Louis, à son histoire et à ce que j'appelle volontiers ces différentes strates temporelles et mémorielles. C'est pourquoi je consacre un livre qu'on a évoqué. Alors voilà, il y a maintenant plus de 20 ans, je m'étais penché sur la longue histoire des relations de la France avec l'Afrique, dans un autre ouvrage, Histoire coloniale, bien sûr. Alors dans cette longue histoire des relations franco-africaines, j'étais évidemment tombé, si j'ose dire, sur Saint-Louis, plus évidemment sur un épisode tout à fait remarquable du début de la Troisième République, exactement en 1872, quand le vieux comptoir de commerce qui avait été fondé au XVIIe siècle devint une commune française de plein exercice. C'était une commune au sein de laquelle tous les habitants, qu'ils fussent blancs, noirs ou métis, purent exercer des droits de citoyen. Alors il s'agit là d'un événement majeur qui avait été cependant précédé lors de l'instauration de la Seconde République en 1848, d'un autre épisode remarquable quand ce qui était appelé la colonie du Sénégal déjà
avait réussi à avoir un représentant élu à l'Assemblée constituante, en l'occurrence un riche grossiste natif de Saint-Louis, et qui était métis, durant l'économie Valentin. Alors, sans nous en dire sur ce moment d'assimilation politique, on ne peut, me semble-t-il, que souligner son caractère tout à fait singulier, étrange, par rapport à l'histoire de la colonisation française et par rapport à l'histoire plus générale de la colonisation européenne au XIXe siècle. En effet, alors que les colonisés allaient être bientôt qualifiés juridiquement d'indigènes, avec le régime de l'indigénat qui a été mis en place en 1887, eh bien, à Saint-Louis, mais aussi à Gorée, à Rufisque, à Dakar, qui était à l'époque une toute petite cité, dans ce qu'on a appelé donc les 4 communes, il y avait des natifs, des originaires, qui détenaient les droits de citoyens et qui les détenaient si bien qu'au début du XXe siècle, ils devinrent les acteurs de premier plan de cette longue histoire des relations de la France avec l'Afrique. On change ici, bien sûr, tout particulièrement à Besdiaï, qui fut le premier député en 1914, bientôt secrétaire d'État en premier, puis aussi un galant ministre, qui devint également député, ou encore Alain Miguel, qui dans les années 1950, après avoir obtenu l'abolition au Parlement français du régime de l'indigénat, devint sénateur sous la 4e République. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela, sur toute cette histoire essentiellement saint-louisienne, même si d'autres localités sénégalaises étaient concernées. Sauf à souligner ce fait également assez remarquable que cette assimilation politique ne fut pas une assimilation culturelle, puisque les citoyens africains purent conserver leur statut personnel, par exemple être polygames, et de la sorte ne pas appliquer pour eux-mêmes le code civil français. Sauf également ajouter que par-delà le fait d'être devenu une commune française de plein exercice, Saint-Louis est également apparu comme doté d'une mémoire spécifique dans l'histoire sénégalaise, une mémoire qui a été durablement constitutive et jusqu'à présent d'expression identitaire se distinguant assez fortement du reste du Sénégal. C'est pourquoi il y avait matière pour moi à m'y intéresser d'un peu plus près et à examiner d'autres strates temporelles, d'autres strates mémorielles, et qui n'étaient pas forcément très connues, en tout cas qui méritaient d'être exhumées davantage. C'est ce à quoi je me suis attelé en examinant un épisode lui aussi assez remarquable et assez peu mis en avant pendant assez longtemps de l'histoire de Saint-Louis, qui touche à la manière dont la France a commencé, ça a été évoqué, à envisager la conquête de terres africaines après s'être livré pendant un siècle et demi, avec bien sûr d'autres pays européens, à d'intenses activités de traite qui étaient exemplifiées par les traites négrières. Alors cet épisode remarquable, je le raconte rapidement, on est en 1816, 2 décennies plus tôt, exactement depuis la Révolution française, Saint-Louis était devenu l'épicentre de ce qui était appelé désormais la colonie du Sénégal, une colonie qui comprenait aussi Gorée, Rufisque, Portugal et Joal. Mais Saint-Louis n'était encore qu'un comptoir de commerce qui avait largement vécu depuis sa fondation en 1659 sur les traites des esclaves des produits tropicaux, et notamment la traite de la gomme arabique, venait d'être occupé pendant 7 ans par l'Angleterre depuis exactement 1809. Ce n'était en fait pas la première fois que l'Angleterre avait pris possession de Saint-Louis et des autres comptoirs français le long des côtes sénégalaises. Un précédent avait eu lieu entre 1758 et 1779, soit pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire en gros à une époque où, suite à la guerre de 7 ans entre l'Angleterre et la France, celle-ci avait cédé à celle-là l'essentiel de ses colonies nord-américaines. Alors, si je me permets ce rappel historique, c'est qu'en 1816, la France, qui vient juste de connaître, après plus de 10 années d'empire napoléonien, un nouveau changement de régime politique avec le retour de la monarchie, ce qu'on a appelé la restauration, eh bien la France a entrepris, sous la gouverne du nouveau roi, Louis XVIII, de reprendre possession de sa colonie du Sénégal et au premier chef de Saint-Louis. Cet épisode, et ça sera évoqué tout à l'heure, comme on le sait, a été immortalisé par un événement tragique
plus précisément par sa figuration dans un célèbre tableau, celui du peintre Théodore Chérico, que nous lui avons souligné par de la Méduse. Je ne l'évoquerai pas plus longtemps, mais ce sera évoqué un peu plus. En fait, ce qui est un peu moins connu à propos de toute cette affaire, c'est que la Méduse, la Felcate, la Méduse qui fit naufrage au large de la Mauritanie, faisait partie d'une escadre de 4 navires qui était partie de Rochefort et emmenée par le colonel Schwartz. Navire dans lequel avaient pris place plusieurs centaines de personnes. Parmi elles, il y avait non seulement du personnel militaire, mais également tout un aéropage de professionnels, des prêtres, des instituteurs, des commis, des médecins, des chirurgiens, des boulangers, des artisans et jardiniers, des naturalistes, etc. Des professionnels donc, auxquels il faut ajouter aussi des femmes et des enfants, ce qui avait été très rare tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Jamais dans l'histoire de Saint-Louis, notamment au temps de la Compagnie des Indes, et qui durant une bonne partie du XVIIIe siècle avait officiellement en charge des activités du comptoir, jamais pareil armada, comme un quasi-échantillon, oserais-je dire, de la société française. En fait, Julien Schwartz, rescapé lui-même de la Méduse, qui allait prendre ses fonctions de nouveau gouverneur, ne venait pas simplement réinstaurer la souveraineté française sur la colonie du Sénégal. Tout cet aéropage de gens partis rejoindre Saint-Louis semblait vouloir entreprendre comme une sorte de colonisation, d'exploitation, voire de peuplement. En tout cas, il paraissait désireux de donner un nouveau tour à la présence française sur les côtes sénégalaises, tranchant avec la manière dont cette présence était effectuée depuis un siècle et demi. Jusque-là, en effet, Saint-Louis était resté fondamentalement un territoire de commerce, même si ce comptoir avait donné naissance à une cité assez importante de près de 10 000 âmes en ce tout début du XIXe siècle. Et une cité que l'on pourrait appeler une police au sens grec du terme. Par exemple, il y avait été instauré depuis la Révolution des conseils municipaux élus, une police au sein de laquelle une bourgeoisie, mieux une oligarchie créole, contrôlait les activités de traite, dont faisaient exemplairement partie des grandes commerçantes de Métis, les fameuses Signards qui constituent jusqu'à aujourd'hui son image d'épinal. Plus précisément, jusqu'à cette reprise en main de 1816, Saint-Louis était avant tout tourné d'un côté vers la mer, de l'autre vers le fleuve, Sénégal, par où étaient transportés des produits de traite, provenant souvent de très loin, notamment pour ce qui concerne les étals de l'actuelle mer. Autrement dit, la cité était très peu tournée vers la terre, vers l'Interland, qui était l'affaire des royaumes wolofs et des tribus morts. D'ailleurs, durant les 7 années d'occupation anglaise, Saint-Louis était devenu un comptoir singulièrement interlope, où des négociants et des corsaires de tous horizons venaient faire leurs courses, les uns pour la gomme, l'or pour l'ivoire, les autres pour les esclaves, destinés au marché caribéen et américain. Avec tout cet aéropage de gens, ce quasi-échantillon, comme je l'ai appelé, de population française, il est clair que quelque chose était en train de changer, ou plutôt chercher à l'être, par rapport à ce qu'avait été jusque-là la vie et les horizons pratiques de Saint-Louis. À cet égard, il est assez remarquable que parmi les rescapés de la Méduse, il y eut, outre le colonel Schwartz, un certain Gaspard Tonnerre-Molien qui, en 1818, prospecta le Foucault et découvrit dans la foulée les sources du Sénégal et du Niger, tandis que peu après, un autre personnage assez connu, mais aussi issu de l'expédition de Schwartz, répondant au nom de Ferdinand Duranton, explora le Sénégal et choix toujours par à accéder à la cité de Tombouctou, ce que fera plus tard. En tout cas, ce que nous montrent ces trois exemples, Molien, Duranton et Caillé, c'est que la nouvelle monarchie française n'a plus grand-chose comme empire colonial, quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés en tout et pour tout. Et donc, elle semblait vouloir s'intéresser à l'intérieur des terres et à ce qu'on pouvait envisager de faire, qui ne soit pas uniquement du prélèvement ou de la capture, comme ne cessait de l'exemplifier à Saint-Louis la cueillette de la gomme et le trafic des esclaves. Cela d'autant plus que la France était de plus en plus pressée par l'Angleterre et par sa société des Amis du Noir qui avait été créée juste avant la Révolution,
de décréter l'abolition de l'esclavage, la France qui l'avait aboli en 1794 sous la Convention, où il l'avait rétabli en 1802 sous le consulat de Napoléon Bonaparte. Alors cet intérêt pour l'intérieur des terres, c'est ce que commença à concrétiser le gouverneur Julien Schwartz, qui dans cela par la direction économique du ministère de la Marine, en lançant ici même dans la région du Wallon un projet d'exploitation agricole autour du coton et de l'indigo, et qui même a fait suite au fameux traité de Diao que nous commémorons aujourd'hui. Julien Schwartz rentrait en France. Ce projet prit en fait bien plus d'ampleur avec un autre gouverneur qui s'installa en 1822, en l'occurrence avec un certain Jacques-François Roger, plus connu sous le nom de baron Roger. Alors ce personnage, je l'ai dit tout à l'heure, est remarquablement intéressant en tant que tel, car bien qu'il fût un ferme opposant à la Restauration, c'est-à-dire libéral et républicain, ainsi surtout que franc-maçon, membre du Grand Orient de France, il n'en est pas moins parvenu à être affecté à Saint-Louis. Cela, semble-t-il, et c'est assez remarquable, grâce à l'entrechamp de la célèbre Anne-Marie Javouet, fondatrice de la congrégation des Sœurs Saint-Joseph de Cluny, et c'est du reste sous le gouvernorat du baron Roger de Saint-Louis, connu ses premières écoles missionnaires, celle que mit justement en place la congrégation d'Anne-Marie Javouet. C'est aussi sous ce gouvernorat que Saint-Louis connut l'affiliation de la franc-maçon au Grand Orient de France sous le nom de Loge de la Parfaite Union, et dont était membre par le Roger lui-même, mais il semblerait que la franc-maçonnerie à Saint-Louis remontait à quelques années avant la Révolution. Je serais assez tenté de dire qu'en ces années 1820, Saint-Louis du Sénégal fut en quelque sorte repris en main conjointement par le trône, l'autel et les frères de lumière. Que ce fut là, avec tous les corps de métier qui étaient représentés comme ce fut là un renforcement particulièrement marqué, emblématique de son appartenance à la France. Qu'elle soit devenue 50 ans plus tard une commune de plein exercice, d'une certaine façon, dans l'ordre des choses, dans le droit fil de ce qui se passa durant cette période. Mais le gouvernorat du baron Roger fut également surtout le théâtre de la poursuite résolue de ce qu'avait entrepris le colonel Schwartz, c'est-à-dire acquérir des concessions foncières auprès des souverains wolofs et morts. En l'occurrence, ceux qui étaient les habituels partenaires des différentes traites, pour se livrer avec leur accord à toute autre chose, à ce qu'on pourrait appeler de véritable expérimentation agricole. Dirigée par des botanistes, des jardiniers, comme on les appelait, spécialement par un certain Jean-Michel Henri Richard, qui laissa depuis son nom à la ville, le jardin, Richard, eh bien ces expérimentations agricoles ne portèrent pas seulement sur le coton et l'indigo, comme avec Schwartz, mais également sur le tabac, la canne à sucre, des fruits et des légumes d'Europe, des plantes médicinales, ainsi et surtout que sur l'arachide, une légumineuse qui, quelques décennies plus tard, connaîtra dans toute foutage Jalon un très grand développement, notamment grâce à l'activité de la confrérie Noé et de ses efficaces communautés d'enseignement, de travail et d'art. Chose ici remarquable, pour travailler sur ces terres d'expérimentation agricole, les autorités recoururent à de la main-d'œuvre venue de la Martinique. En réalité, à des personnes qui avaient été condamnées pour fait de rébellion. Il s'agissait en réalité du mulâtre affranchi qui avait réclamé au travers de Libelle tout à la fois l'abolition de l'esclavage et l'égalité de droit. Ce qui fait, et la chose mérite d'être fortement soulignée, que ces affranchis traversèrent l'Atlantique dans le sens contraire à celui qu'avaient pris leurs ancêtres, précédant par là même la création du Libéria en 1847, puis bien après le mouvement du Pacte africain du Jamaïcain Marcus Garvey. Autre fait notable, les autorités de Saint-Louis ne recoururent pas seulement à quelques 200 Martiniquais, mais aussi à des esclaves locaux auxquels il fut proposé l'affranchissement, ça a été évoqué ce matin, contre des prestations de travail sur ces terres d'expérimentation agricole et qui furent appelés de manière très utilisée des engagés à temps. Cependant,
Quoi qu'il en fût de sa nouveauté, cette entreprise de colonisation agricole qui s'étala sur une dizaine d'années, initiée donc par Schmartz puis amplifiée par le baron de Roger, tourna finalement plus loin. À cela, il me semble deux raisons. La première, c'est que l'entreprise coûtait très cher pour des résultats peu probants. Le baron Roger, sans doute emporté par son élan novateur, se fit même construire une sorte de château dans la localité de Richardol, sa folie, qui très certainement débute au ministère de la Marine. La seconde raison, c'est que le milieu des traitants créoles, qui s'était fortifié depuis la fin du XVIIe siècle, et qui avait fait de Saint-Louis, comme j'ai indiqué, une cité, une police, avec sa hiérarchie et son style de vie particulier, ce milieu ne brillait pas d'un très bon œil, le nouveau cours que les autorités françaises prétendaient faire prendre à leur cité. Et cela d'autant plus qu'en effet, les dépenses que ce nouveau cours engageait lui parurent vite excessives. De même que lui sembla propre à troubler un certain ordre social l'importation d'une main-d'œuvre martiniquaise ou la mobilisation des engagés à temps pour travailler sur les champs expérimentaux. Pour ce milieu, l'important c'était de poursuivre les activités mercantiles, celles qui concernaient les captifs, mais surtout celles qui portaient sur les produits tropicaux, notamment sur la gomme arabique qui connaissait un véritable boom depuis le début du siècle. Aux yeux des traitants créoles, il n'y avait nulle raison de se lancer dans des activités agricoles onéreuses qui n'étaient de surcroît pas forcément adaptées à des terres plutôt arides. D'une certaine façon, avec le départ du baron Roger, ce sont eux, les traitants créoles, qui eurent gain de cause et qui purent continuer, comme par le passé, leurs activités mercantiles. Encore faut-il tout de suite préciser qu'ils ne purent les poursuivre avec le même allant pendant très longtemps. Bientôt, en effet, les traites négrières et l'esclavage furent définitivement abolis et le commerce de la gomme arabique périclita. Une autre séquence de l'histoire de Saint-Louis allait s'ouvrir avec l'arrivée du poste de gouverneur de Fédère en 1854, à l'époque du Second Empire, qui soutint l'installation de firmes bordelaises et marseillaises et avec elles le démarrage de la culture de l'arachide. Alors pour conclure, convenons de tirer quelques enseignements de cet épisode assez remarquable de l'histoire de Saint-Louis, enseignements que je souhaiterais agrémenter de quelques observations supplémentaires. D'abord, je dirais volontiers que cet épisode a fait de Saint-Louis une sorte de laboratoire in situ de la colonisation française en Afrique, ou encore une préfiguration, ou encore une sorte de répétition générale de cette colonisation. En se tournant ainsi vers son hinterland, pour y concevoir et mettre en œuvre des projets agricoles, c'est bien l'idée d'une mise en exploitation des terres qui est, sinon mise en pratique, du moins expérimentée. Par ailleurs, avec les assez nombreux ressortissants français qui ont été transplantés en compagnie du colonel Schmartz, c'est aussi comme une esquisse de ce qui va s'affirmer par la suite, au moment où l'entreprise coloniale prendra toute son ampleur et se justifiera par quelques bienfaits à l'endroit décolonisé. Je songe ici à la fameuse mission civilisatrice, réputée reposer sur l'éducation, les soins médicaux et l'évangélisation, toutes choses que l'on retrouve précisément dans les divers profils qui composaient l'aéropage emmené par Schmartz. À quoi j'ajouterais que le recours à la main-d'œuvre martiniquaise et aux engagés à temps n'est pas sans évoquer le travail forcé tel qu'il sera instauré à la fin du XIXe siècle dans le cadre de la mise en place du régime de l'indigénat. Une contrainte qui fut imposée par les autorités coloniales jusqu'en 1945 à leurs administrés pour qu'ils œuvrent notamment aux travaux de santé. En outre, il me semble utile de mettre en exergue un autre élément qui exemplifie encore un peu plus en quoi cet épisode préfigure assez bien la colonisation française telle qu'elle prendra forme quelques décennies plus tard. En effet, le baron Roger inaugura une figure tout à fait particulière de l'histoire coloniale française. C'est la figure de ce que j'appelle l'administrateur ethnographe. À son retour en France, le baron Roger publiera un important ouvrage intitulé « Fables sénégalaises recueillies du Wolof et mises en vers en français avec des notes destinées à faire connaître la Sénégambie, son climat, ses principales productions, la civilisation et les mœurs des habitants. Titre particulièrement long, mais éloquent,
qui montre, s'il était besoin, tout l'intérêt que le baron Roger avait porté, non pas au comptoir de commerce, qui était encore Saint-Louis à cette époque, mais à son environnement, aux terres et aux gens du cru qui les habitent. Il y avait eu un précédent au milieu du XVIIIe siècle avec Michel Adanson qui publia une histoire naturelle du Sénégal. Mais Adanson n'avait pas exercé de fonctions administratives et politiques et son travail avait essentiellement été un travail de naturaliste. Ce qui était tout à fait différent de l'ouvrage du baron Roger, qui était celui d'un gouverneur et qui portait sur une très grande variété de sujets et qui n'a pas hésité à utiliser le terme civilisation à propos du monde wallon. Alors si j'insiste sur cette affaire, c'est qu'on retrouvera des choses similaires par la suite, spécialement chez Fédère, le conquérant du Sénégal, qui publiera une œuvre bien plus importante sur la colonie, une œuvre dans laquelle il se fit aussi bien linguiste, épigraphe, qu'ethnographe, et qui a concerné tout particulièrement, mais pas seulement, le monde peu. D'autres figures par la suite, telles que celle de Maurice de la Fosse, pratiqueront ce double exercice d'être à la fois administrateur et savant, et produiront ainsi, en bonne partie, la bibliothèque coloniale de la France. Mais ce que je voudrais souligner encore davantage, ce sont deux choses. D'abord, le baron Roger inaugura un courant non négligeable du colonialisme français, un courant qui n'en est bien sûr qu'une composante. Je le qualifierais volontiers par contraste avec d'autres de courants indigénophiles, c'est-à-dire un courant animé par des personnalités occupant des fonctions administratives et politiques importantes et qui ont simultanément manifesté un grand intérêt comme une inclination pour les cultures et les sociétés colonisées qui allaient bientôt l'être. Par parenthèse, le baron Roger fédère de la Fosse pour l'une des compagnes issues de Cru et de Souche. Et j'ajoute, et ce n'est pas rien, que le baron Roger se fait également romancier en publiant à son retour en France Kénodor, Histoire africaine, paru en 1828, où tout en faisant valoir son hostilité à l'esclavage, il montra que Saint-Louis pouvait être un remarquable lieu de fiction. Ce que d'autres, après lui, sous la forme de romans, de poésie, de films, développeront encore de la. Par ailleurs, le baron Roger tissa également un fil qui va durablement animer les relations franco-africaines, et cela aussi bien durant la période coloniale qu'après les indépendances. Ce fil, je l'ai déjà évoqué, c'est celui de la franc-maçonnerie. Une loge du Grand Orient, comme il l'indiquait, fut mise en place à Saint-Louis sous sa gouverne. Fédère probablement en sera membre, mais surtout également le citoyen Blaise Diagne, qui, à l'image du Grand Orient, militait pour l'assimilation politique, c'est-à-dire dès le début du XXe siècle, pour l'abolition du régime de l'indigénisme. Pour évoquer ici la franc-maçonnerie, je terminerai en indiquant que ce moment singulier assez particulier, consécutif à la reprise en main du vieux comptoir de commerce par les nouvelles autorités françaises, me semble avoir assez bien anticipé, voire incarné, avant même la conquête de l'Algérie, ce qui va être une des fortes composantes du monde des partisans d'une nouvelle expansion coloniale par la France. Ainsi que l'historiographie l'a établi, le colonialisme français, par-delà les lobbies d'intérêt économique qui l'ont poussé à son développement, le colonialisme français s'est abondamment appuyé sur des idées et des visions du monde nourries de références républicaines. La mission civilisatrice, qui justifiera en bonne part la colonisation française, est une entreprise qui a précisément soutenu et nourri la franc-maçonnerie, comme elle avait déjà soutenu auparavant l'expédition d'Égypte de Bonaparte à la toute fin du XVIIIe siècle. Lorsque Saint-Louis deviendra au tout début de la Troisième République, en 1872, une commune de plein exercice, cet aspect que je voulais dire, autre chose aussi, c'est qu'il a écrit les fables sénégalaises recueillies du Wolof et mises en français. Mais nous soupçonnons le président Senghor d'avoir lu ces fables quand il était étudiant. Parce que moi j'ai lu les fables et l'œil de lièvre, j'ai bien peur qu'il y a beaucoup d'empereurs. Finalement, baron Roger aura un voilà, vous voyez ce que je vous dis. Donc, essayez de lire les fables et revoyez les fables et faites la comparaison avec l'œil de lièvre. Vous allez voir beaucoup de choses. Et il avait aussi écrit un document, notice sur le gouvernement, les mœurs, les superstitions des nègres du pays du Wolof. Donc, à la limite,
il a été l'un des premiers anthropologues, sociologues qui a écrit sur lui. Et il a parlé aussi, c'est un linguiste, il a écrit aussi des recherches philosophiques sur la langue wolof. Et surtout, il a écrit un roman, Clé d'or. Clé d'or, c'est très intéressant à travers Clé d'or de voir l'impact de la révolution Torodo au niveau du Waalo et aussi la traite des esclaves. Et quand il écrivait dans le document Recherche sur la langue wolof, il disait: ce langage suppose un peuple doué d'un sens droit, d'une heureuse organisation, et dont, malgré les préjugés absurdes qu'inspire trop souvent sa couleur, l'humanité n'a pas à rougir. Il écrit dans ses fables sénégalaises, page 240, les Sénégalais possèdent au plus haut degré les vertus hospitalières et l'esprit de charité. On doit attribuer les difficultés qu'éprouvent les Européens pour pénétrer dans l'intérieur à leurs préjugés de domination et de supériorité. Et là, dans aussi le roman Clé d'or, il disait que on doit se persuader que bien que ces hommes ne sont pas autant qu'on le croit communément dépourvus d'intelligence et de sensibilité d'énergie. Et donc, il parlait couramment Wolof, il vivait parmi les Wolofs. Donc, nous sommes, je crois, à 50 mètres de son château. Donc, il avait été près. Voilà, donc, mais il avait aussi une autre résidence entre Dalalé et Bindor à Koyne. Donc, jusqu'à présent, on voit les grilles. Donc, moi, je vais maintenant revenir à mon sujet sur le traité de Diao. Non, c'était pour compléter. Bien sûr. C'était pour compléter, pour dire que le baron Roger a laissé ici des descendants. Voilà, donc les gens n'en parlent pas. Donc, Fédar aussi. Hein? Fédar aussi. Oui, Fédar aussi. Et même, mais Pénéla Prat, lui, n'a pas laissé des descendants. Mais il avait une femme. Il pousse peu le disque. Alors, donc, moi, ce que je voulais tout d'abord dire, c'est de rendre hommage au professeur Abdoulaye Bakili. Abdoulaye Bakili est un soninké, un cousin à plaisanterie au Walouane. Vous savez que les soninké sont nos cousins à plaisanterie. Alors, M. Bakili est venu nous voir, faire une conférence aujourd'hui. Je voulais lui dire aussi qu'il y a mon défunt père qui me disait que Réumi, ça rappelle les règles normales. Il me disait que Réumi, ça rappelle les règles normales. Donc, nous appartenons à la famille Diaobo et à une très vieille famille, mais il me disait que Sonou qui est normal. Et là aussi, il est venu dans un quartier qui s'appelle Khouma. Khouma provient de Magan de Bram Khouma, et tout le monde est d'accord que Magan de Bram Khouma était le marabout à l'heure actuelle, le Braktan Yassine, et qu'il a accompagné le Braktan Yassine en venant de Guinema. Il s'appelait Amadou de Ghana Khouma, Magan. Alors donc, si vous voyez, la plupart des villages qui sont autour de Richard-Toll ont été fondés par des Soninké. Magan de Bram Khouma, c'est lui qui a fondé Khouma ici, là où vous êtes. Il y a aussi Ndongo, c'est Samangan, Sapgan. Donc toujours il y a le mot Ghana. Et la ville de Dagana, c'est Da. Da venant de Ghana. Da est un prénom venant de Ghana. Donc vous voyez que nous, il y a une certaine continuité historique, nous, par rapport à l'Empire du Ghana. Et chaque fois quand mes enfants s'en vont à l'école annoncer l'Empire du Ghana a été créé, il faut lier ce qu'on vous apprend par rapport à Magan, il faut lier ça par rapport à Dagan. Et je demande, chaque fois je dis aussi qu'il faudra voir que la plupart des Walouames portent toujours, et les Lébou, le prénom Ghana. Et comme notre grand footballeur, Idrissa Gana Gueye, porte le prénom Ghana. Et je dis qu'il faudra mettre le H pour rappeler aux gens que ça vient du Ghana. Alors, donc, je voulais aussi remercier le professeur Boubacar Bari pour lui dire que le document que vous avez écrit sur l'histoire de Waalo est un document qui nous appartient tous. Et comme le maire de la ville de Richard-Toll l'a dit, nous allons faire une pétition pour demander qu'on puisse le traduire en Wolof. Et j'ai demandé au maire de ne pas faire une pétition pour seulement la ville de Richard-Toll, mais faire une pétition pour les 11 communes du Waalo. Et même les deux autres communes qui sont du Waalo, mais qui sont dans la région de Louga, la commune de Kermomassar, la commune de Sierre, et plus le conseil départemental. Donc ça devrait être 13 signatures, et on va adresser ça au président de la République, pour lui dire que bon, nous, on a un livre qui a été écrit sur nous, ça a été traduit, les Portugais l'ont traduit, les Espagnols l'ont traduit, les Anglais l'ont traduit, mais voilà, nous voulons qu'on le traduise dans notre langue. Je crois que c'est assez légitime. Voilà. Et, mais l'État est dans l'État de la finance, c'est pourquoi l'État de la finance. L'État est dans la finance beaucoup d'autres choses.
Alors, donc moi, je voulais parler surtout du traité de Diao et du Radou Labédus. Pour ce qui est du traité de Diao et du Radou Labédus, nous pouvons dire que ce pan de l'histoire du Waalo, à travers le traité de Diao, se confond avec l'histoire coloniale française. Parce que c'est au Waalo que la France a eu expérimenté toutes les phases d'exploitation coloniale avant de les appliquer au reste de l'Afrique. Et on ne peut pas raconter l'histoire, on ne peut pas parler du traité de Diao sans relater l'épisode tragique de l'histoire française, celui du naufrage du Radou Labédus. Rappelons que le 18 juin 1815 s'est déroulée en Belgique la bataille de Waterloo, opposant les armées napoléoniennes et celles des Alliés, composées principalement de Prussiens, de Britanniques et de Néerlandais. Cette bataille se termina par la victoire décisive de ces derniers, et ce fut la chute de l'empereur Napoléon Ier et le début de la Restauration, et le roi Louis XVIII fut installé sur le trône de France. Et le traité de paix de Vienne qui s'ensuivit fut signé entre la France et l'Angleterre et avait comme clause principale la rétrocession des possessions françaises au Sénégal. L'Angleterre acceptait de remettre le comptoir de Saint-Louis, qu'elle occupait de 1809 à 1817 aux Français, qu'à la condition que les Français abolissent la traite négrière. C'est pendant cette période que la France envoya une expédition navale pour récupérer le comptoir de Saint-Louis. Et c'est cette expédition navale qui fera naufrage au large de Guadeloupe. Et ce sera l'histoire du Radou Labédus, parce que les rescapés français se sont mangés entre eux et ça a créé une tragédie, et cette tragédie a fourni l'un des tableaux les plus célèbres au niveau du musée du Livre. Alors nous pouvons lier ça à un traité de Diao parce que ce sont des gens qui venaient, qui avaient comme mission de venir signer un traité, d'acquérir des terres, qui ont fait un naufrage. Alors maintenant, quand ils ont fait le naufrage, tout le monde n'était pas noyé. Il y a eu, à la limite, le gouverneur et la plupart des officiers, ils ont laissé des marins. Ils ont coupé les amarres, ils ont laissé des marins mourir au niveau du lac. Mais tous les officiers, eux, il n'y a pas eu d'officiers qui sont morts. Donc il y a une véritable discrimination face à la mort. Alors le colonel Schmalz, qui était le gouverneur, après multiples péripéties, avait réussi à gagner à pied le comptoir de Saint-Louis, où il prit ses fonctions de gouverneur du Sénégal. La mission que le ministre des colonies, le baron Portal, avait assignée au gouverneur Schmalz était de créer une colonie agricole. Vous avez parlé de la société des amis des Noirs. Non, ce n'est pas par philanthropie. Les Anglais à l'époque étaient la société dominante. Ils avaient créé la machine à vapeur. Ils étaient une société industrielle. Et pour continuer à avoir leur monopole en matière de révolution industrielle, il fallait qu'ils abolissent la traite des esclaves. Parce que les gens n'avaient plus besoin d'une main-d'œuvre humaine. Donc les Anglais, ils vont abolir la traite des esclaves. En même temps, ils vont vendre maintenant leurs machines. Alors donc, c'est mon explication. Parce que moi, je vois aussi que les gens, l'Europe, rarement l'Europe fonctionne par philanthropie. Alors, la traite. C'était des milieux protestants. C'était des protestants qui il y avait des protestants, mais la révolution industrielle aussi. Et puis c'était pour coincer aussi les Français de Rigaud et tout. Donc il y avait toujours des arguments économiques ou politiques. La traite abolie, la France trouvait plus rentable économiquement d'acquérir des terres de culture en Afrique et d'y faire cultiver du coton et de la canne et de l'indiquer plutôt que de transporter des terres dans les plantations en Amérique. Et de transporter aussi en Amérique, il y avait beaucoup d'insurrections. Il y avait la révolution en Saint-Domingue. Donc les Noirs qu'on a menés là-bas, c'était bien sûr. Et le gouverneur Schmalz, chargé d'appliquer cette politique, porta son choix d'abord à Dakar. Ensuite, il est parti au Fouta, mais c'est ici qu'il est pour qu'il puisse acquérir des terres. Et on a le même problème jusqu'à présent. Chaque fois qu'il y a une société qui veut acquérir des terres, la société part au Fouta, les gens refusent et ils viennent chez nous. Et jusqu'à présent, il n'y a pas longtemps, il y a une société qui était à Fanaï. Alors, il y a eu des morts d'hommes à Fanaï et ils sont venus à Nid, tout près de Nder. Ah, donc voilà ce que je disais. C'est ça passe par le nom de la société, ça devient plus clair pour tout le monde. Mais ça montre la continuité historique, quoi. Bien sûr. Alors, le gouverneur Schmalz disait que j'ai soigneusement observé le pays du Waalo que j'ai parcouru et je n'ai pas vu de plus beau, de plus propre à de grandes entreprises que le Sénégal. Les bords du Gange, comme vous le voyez,
ne m'ont pas paru plus fertiles que sur notre fleuve. Et je n'ai le moindre doute de réussir l'écriture que nous voulons. Alors, le gouverneur Schmalz est venu ici à Niao. Pourquoi le traité à Niao? Parce que nous, on avait plusieurs capitales. On avait une capitale politique qui était Nder, où résidait le BRAC, mais tout se faisait à Niao. Tous les traités se faisaient à Niao chez le Séogor. Donc, c'était l'Assemblée nationale du Wallon. C'est eux qui élisaient et qui destituaient le BRAC, mais toutes les grandes décisions du royaume ne se faisaient pas à Nder, mais se faisaient à Niao. Donc, et même le BRAC s'est déplacé de Nder vers Niao. Donc, on ne signe pas les traités à Nder. Et chaque fois même qu'il y avait élection du BRAC, le Diaoudite allait l'installer à Nder. Il allait l'installer à Nder et prendre aussi la garde royale qu'on appelle Wander. Est-ce qu'à vous savez Wander Kunek? Avant du Nder. Voilà, donc on prenait la garde royale et on demandait à la garde royale de Nder de garder le BRAC. Donc, le centre névralgique du royaume, c'était Niao. Alors, le baron Roger, le colonel Schmalz est resté pendant 2 jours, le 8 mai 1819, et il a amené un bateau qui s'appelait l'Isère, qui a été ancré sur le fleuve Sénégal, en face du village de Niao, et pendant 2 jours, ils ont négocié. Et quand ils ont négocié, ils ont signé le traité. Bon, à travers le traité, nous pouvons reconstruire les noms. Moi, je vois les noms. Bon, c'est mal écrit, c'est les Français qui l'écrivent, mais nous, on peut reconstruire les noms. Et je vais vous dire les principaux chefs qui étaient sur le document. Il y avait le Brak Amar Fatim Borsouboul, il parle de Brak Amar, mais il s'appelle Amar Fatim Borsouboul, Brak Dios. Il y avait les principaux chefs, il y avait le Diaoudine Maniakhor Aram Bakar Diaw, il y avait le Bek Sakour Diop, il y avait le Malo Ndiak Dongo Diaw, il y avait le Diogomay Ndiakaram Kelar Diaw, dont la fille sera épousée par le baron Roger. Il y avait le Maro Farah Kouribouy, il y avait aussi le Berki, Irim Salmoumouy, il y avait le Mangas, Boubacar Daroumouy. Il y avait enfin le Diomana, Mongo de Bouy. Voilà ce qui ont signé le traité. Voilà, Diomana, c'est après la révolution Torodo. Le BRAC a créé un officier militaire qui est installé à Dagana, qui s'appelle Diomana, le futé. Parce que la zone de Dagana, de Gaïa et de Bokol était peuplée de musulmans. Donc il fallait les surveiller et être très futé pour qu'ils ne soient pas une avant-garde par rapport au club. Donc le Diomana avait une petite armée installée à Dagana, chargée de surveiller ces musulmans. C'est pourquoi on a Diomana. Bon, notons que c'est ce traité qui a réuni la ville de Richard. Effectivement, quand on a signé le traité, les gens ont donné la partie à partir de la Tawai ici, jusqu'à Ndiok. La Tawai, ça dit en wolof ta di wéy. Ta di wéy. C'est-à-dire que ta, ça d'abord, ça prend une ta di wéy, c'est là qu'on ça se fait. Nous, on appelle le lac Tawai. Tawai. Tawai d'hier. Ta di wéy. Alors donc ils sont venus s'installer à Tawai. Il y avait des champs qui s'appelaient Dukou, mais les vrais villages se trouvaient entre Lombo, Khoumbe et Niao. Vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, l'attaque foudroyante de Faidherbe. Comment Faidherbe a pu réussir à attaquer le Walo et conquérir le Walo très facilement, sans comprendre les problèmes de sentiments entre la Linguère Natayala, qui a divorcé avec son mari, Békou Sakouré. Or, le Békou Sakouré était chargé de protéger toute la zone frontalière avec le comptoir de Saint. Alors, il a divorcé avec le Békou Sakouré et il est parti épouser, elle est partie épouser plutôt Maros Tassédio, et qu'il a nommé Maros. Et maintenant, tous les traités ont été signés avec son mari, qui était détesté par les autres. Maintenant, quand Faidherbe est venu, le Békou Sakouré n'a opposé aucune résistance. À la limite, même, il était devenu un éclaireur parce qu'il voulait qu'on batte celui qui a pris sa place. Et il a accompagné Faidherbe pour récupérer Sidi à Niomré, pour récupérer son fils. Parce que quand il a divorcé avec Natayala, quand Datel a divorcé,
Quand elle a divorcé, parce que dès que Ndaté est devenu Linguère, il l'a divorcé. Mais dès que Sakura a refusé, dès que Sakura est venu en air rendre visite à sa femme, Ndaté l'a frappé et a demandé la garde de l'évacuer. On l'a durement frappé, on l'a expulsé du bateau. Dans un contexte de conflit en Sénégal, et ce sont ces conflits-là qui vont, plus tard, on va comprendre quel est le lien entre ce conflit et le terre de Diao. C'est une longue guerre civile au Wallo entre les trois familles humaines, le Tédjik, le Logal et le Dios. Et le Wallo était affaibli au début du 19e siècle. Il était affaibli et du côté du Fouta Toro aussi, il y avait un affaiblissement après la bataille de Moukoy et il y avait une alternance qui a laissé un vide. Ce qui fait que les Français, quand ils sont venus avec une nouvelle politique économique, il y avait un problème de choix de s'installer. Ils se sont d'abord installés dans le Cap-Vert, donc dans la région de Dakar, où le Seigneur Dakar avait octroyé des terres. Après cela, donc, ils avaient aussi un embarras de choix dans la vallée du fleuve Sénégal et ils se sont portés attention sur la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Donc, et il y a deux acteurs qui leur avaient fait des promesses de terre. Eliman Boubacar Kane, chef du Dimar, et le Lamtoro, donc le chef du Toro. Mais il y a un grand tournant qui va se passer, c'est qu'à partir de 1818, il y a deux facteurs qui vont jouer un rôle important. Les Français vont militariser le convoi militaire. Avant, en 1818, le convoi maritime, qu'on appelle la grande et la petite traite, qui quittait Saint-Louis pour aller au fleuve, n'était pas militarisé. Maintenant, avec la militarisation du convoi, les Français n'ont plus besoin de négocier avec le Fouta pour avoir une sécurisation du convoi. Donc il y a cette militarisation du convoi, mais aussi la peur, parce que SMAT avait lié colonisation agricole et militarisation, donc construction de forts, de fortins, à nord, au sud, à l'est du Wallo. Donc ce sont deux facteurs qui vont en fait faire revivre le Fouta Toro. Et tout à l'heure, Baho a parlé de l'attaque de Tchagar, donc c'est en 1819. Et l'attaque de Tchagar de 1819, c'était une période où, en fait, le Dimat qui était le primus inter pares, c'était lui le principal négociant du Fouta Toro. Parce que Schmat a fait plusieurs voyages entre 1817, 1818, 1819 au Fouta. Quand il est venu en 1817, il y avait des vacances au niveau de l'Allemagne. Quand il est revenu en 1819, l'Allemagne était parti guerroyer contre les Bambara au fleuve. Et il a fait de Eliman Boubacar le chef du Dimar, le Dimar qui est voisin du Wallo. Je vous rappelle que Dagana, Fokole Gaya font partie du Dimar. Donc, et Eliman Boubacar, qui était chef du Dimar et qui venait de connaître une migration de la rive droite vers la rive gauche, il s'est réinstallé sur la rive gauche en 1801. Donc, le Dimar était aussi dans une position de réadaptation au commerce atlantique. Et Eliman Boubacar va devenir l'intermédiaire, le broker, comme on dit en anglais, entre lui et les Français. Et quand il est devenu intermédiaire, il a proposé des terres aux Français dans le Dimar, donc dans la commune de Fanaï actuelle, entre Fanaï et Podor. Mais en 1819, donc, avec la militarisation du convoi, ensuite avec le fait que Schmaltz avait, pour des raisons géopolitiques, jeté son démoli sur le Wallo, parce que d'abord le Wallo était faible, à la suite de toutes ces guerres civiles, n'est-ce pas? C'était du père de coup, donc donner l'indépendance au Wallo, mais en même temps aussi avoir des terres fertiles, comme ici dans cette conférence. Donc, c'est cela qui a donc poussé Eliman Boubacar, qui était le parrain, à devenir un contre-parrain de la colonisation agricole. Et c'est en 1819, Eliman Boubacar et les Trarza attaquent Tchagar. Le roi est blessé et est parti se soigner à Saint-Louis. Et Schmatz revient en décembre dans un rapport indiqué au gouverneur, au ministre des colonies, que je vais aller négocier avec les voisins du Wallo à Podor. Il les convoque en février 1820 à Podor. Et lors de cette réunion de 1820, il y a eu donc deux premiers potentiels du côté du Fouta, donc un certain Imam Siré et Tchadon Moléli. Et du côté français, il y avait deux métis qui étaient donc des plénipotentiaires. Le gouverneur était venu à Podor dans un bateau, mais il n'est pas descendu du bateau. Ils sont restés 2 jours sans se voir, les deux délégations.
quand elles vont se rencontrer, les négociations ont échoué. Et les espions de Schwartz lui ont dit que non seulement les négociations ont échoué, mais l'Imam Boubacar Kane est en train de monter une coalition. Et c'est cette coalition que l'Imam Boubacar a montée avec ses voisins, avec le Fouta Toro, avec le Toro proprement dit, avec le Kadior, avec le Bragna, avec le Trarza. C'est cette coalition qui va dire maintenant, nous allons, comme les négociations ont échoué sa parole, nous allons marcher sur le Wallon, nous allons voir qui de vous et de nous est propriétaire et de Dagana, parce que le Toro, le Fouta, le Dima, le Trarza, le Bragna avaient porté. Avec tous les États voisins avaient dit que le Dagana leur appartient. Et en ce moment-là, il y avait le folie pour le Schwartz, il avait même projet de faire de Dagana la capitale de la République du Sénégal. Donc maintenant, parce qu'à cause donc de cette envie que les Français avaient de faire de Dagana un pôle économique, tous ces voisins donc vont dire que la particularité de Dagana. Et ces voisins se sont donné rendez-vous parce que le BRAC était absent. Et maintenant, c'est ce qui a amené la seconde tragédie de l'air, le second de la taille d'air, depuis 7 mars 1820. Donc, vous savez ce que c'est. Maintenant, on ne peut pas comprendre, parce qu'il faut de l'histoire, et l'histoire est travaillé des sources. Ce qui est un peu. On ne peut pas comprendre pourquoi l'imam Boubacar Kane, qui en 1804 avait perdu 600 hommes, 600 de ses ressortissants, qui ont été capturés et vendus par les Français. Pourquoi en 1818, 1817, 18, il accepte d'être l'intermédiaire entre lui et les Français? Et pourquoi aussi il enrôle en fait d'autres parrains, comme l'Allemagne, comme le chef du Toro? Mais cela n'apparaît pas dans le sens, je ne sais pas, nous ne savons pas pourquoi. Mais ce qui est dommage, c'est que en fait, les notables sénégalais n'avaient pas très bien compris le projet. Parce que ce n'est pas un projet philanthropique, c'est un projet européen de mise en valeur des terres pour seulement en fait, ravitailler le marché européen dans cette économie pré-capitaliste, n'est-ce pas? Et on l'a dit tout à l'heure, ça s'est répété 15 années plus tard, 200 années plus tard avec le projet de Fanaï. Là aussi, c'est lourd avec les biocarburants. Dans une zone sylvo-pastorale, on va mettre une agriculture des biocarburants, donc on va cultiver la patate douce pour faire des biocarburants, alors que les animaux n'ont pas d'herbe à manger. Donc, l'histoire s'est répétée et on ne comprend pas toujours en fait, cette répétition de l'histoire. Pourquoi Schwartz a échoué? Il a échoué parce qu'il n'avait pas compris l'organisation sociale de la Sénégambie. Parce que nous sommes dans une période où l'esclavage domestique dominait. Donc la Sénégambie était victime de trois esclavages, l'esclavage domestique, la traite négrière et la traite transsaharienne. Et il y a deux facteurs qui vont presque favoriser l'unité en Sénégambie des chefs, des aristocrates, des pays orgueilleux. Soit, souvent quand ils deviennent musulmans, ils sont fanatiques, ils peuvent s'allier grâce à l'islam, mais la crainte de la perte de leurs esclaves. Et c'est la crainte de la perte des esclaves qui va être le détonateur de l'alliance entre les chefs de la Sénégal. Parce que le projet de colonisation agricole augurait une nouvelle épopée, de travail salarié. Et après donc du travail des engagés à temps, de ceux qui sont venus de la Martinique, on risquait de perdre des esclaves. Et les esclaves allaient rejoindre comme ils le faisaient. Chaque rejoignait les forts, les postes français, ils étaient libérés. En rejoignant aussi ces colonies, les colons, ils risquaient, les maîtres risquaient de perdre les esclaves. Donc c'est cette crainte de la perte des esclaves qui va être un facteur qui va favoriser certainement l'alliance entre les comptes parrains de la colonisation agricole. Et ce qui est aussi intéressant dans cette histoire de la coalition montée en 1820 par l'Imam Boubacar Kane du Dima, c'est que dans l'un des plus longs rapports des archives, dans le fichier 2B5, qui fait plus de 20 pages, Schwartz soupçonna l'Angleterre d'être derrière l'Imam Boubacar Kane. Parce qu'il dit que la façon dont on a coordonné l'attaque sur le Wallo, les nègres ne sont pas aussi intelligents pour le faire. Ils disaient qu'ils soupçonnaient. Il y avait un Anglais qui était là, qui s'appelait William Gray, qui disait que c'est cet Anglais-là qui aurait en fait en sourdine monté cette coalition. Et la lecture que j'ai du traité de Diao, il soupçonna les Anglais d'avoir corrompu les comptes parrains.
Et aussi, moi, je me dis aussi que la lutte que j'ai de traité de Niao aussi, c'est en fait une adaptation de l'aristocratie à l'arrêt de la traite des guerres. Parce que beaucoup d'aristocrates étaient des esclavagistes. Même jusqu'en 1848, lorsque la France a aboli l'esclavage dans cette colonie, le gouverneur de l'époque a écrit à tous les chefs du Kayor, du Fouta, etc. pour venir prendre des esclaves. Et pourtant, l'esclavage, la traite négrière était abolie déjà. Pourquoi les chefs envoyaient des esclaves à Saint-Louis? En fait, pourquoi on envoyait des hommes à Saint-Louis? Parce que souvent, les esclaves domestiques, on les mettait là-bas en gage. Et il y avait là-bas à Saint-Louis des personnes qui vendaient ces esclaves. Donc, pour dire que le côté pécuniaire est très important. Et le traité de Niao, comme le traité consolidant avec le Fouta-Toro, avec le Trarza, c'est un partage du gâteau des aristocraties locales. Parce que ces aristocraties locales, il y avait un divorce entre le peuple et l'élite. Et les élites étaient des élites, excusez-moi du terme, qui ne regardaient que leur propre intérêt. Et les messieurs notables qui ont signé le traité, ils recevaient une rémunération annuelle. Et c'était cela l'enjeu. Et malheureusement, donc c'est le côté pécuniaire. Et Schmatt a soupçonné le Dimar d'avoir acheté l'adhésion de ses voisins à la coalition. Mais en route, lui aussi, il dit qu'il a acheté le désistement du Damel du Kayor. Parce que le Damel du Kayor, d'un moment, n'a pas fait partie de cette coalition. Et donc, dans les deux camps, Schmatt a utilisé l'argent du Coran et accuse aussi les autres d'être achetés par les Anglais. Et c'est malheureusement cette continuité que l'on trouve malheureusement dans le schéma qu'on a entre l'Afrique, le bilan de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, d'une manière générale. C'est que, en fait, je suis un missionnaire dans l'homme de l'eau. Donc, ce qui m'impressionne dans la politique française, c'est la permanence du point de vue. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent comment l'atteindre. Et aussi, ce qui me désole du côté africain, c'est que toujours il y a une incompréhension et une naïveté. Les Africains souvent ne peuvent pas voir, ils n'ont pas une hauteur de vue, une profondeur de vue pour comprendre les enjeux qui sont derrière ces genres de traités. Et comme aujourd'hui d'ailleurs, malheureusement. Donc, il y a cela en tant qu'historien, nous devons marquer le pas et voir comment régler ce problème-là. Comment avoir une perspective pour pouvoir défendre nos intérêts. Et malheureusement, tous ces traités-là, il n'y avait que les chefs qui c'est leur propre intérêt. Ils n'ont jamais calculé, espérant dire, ok, nous allons avoir non seulement c'était l'agriculture, mais aussi c'était l'or. Ils venaient avec des géologues. Parce que, je pense, à mon avis, je pense que c'est le père de la colonie du Sénégal. Je ne sais pas Feder. Parce que tous les grands projets de Feder, Schmatt était à l'origine. Et Feder n'a fait que mettre en exécution beaucoup de projets de Schmatt. Donc, à mon avis, c'est le père, parce que c'est le gouverneur de la restauration, c'est le gouverneur de la restitution, de la rétrocession. Il est venu avec le projet, donc il met en place la justice, l'école, il met en place un bataillon africain qui va devenir plus tard, en 1857, le bataillon sénégalais. Donc, il est, à mon avis, le précurseur, en fait, le fondateur, le père fondateur de la colonie du Sénégal. Malheureusement, en 1820, il en perte de vitesse et ses successeurs n'arrivent pas à faire décoller le projet malgré leur mission, parce que aussi, l'erreur de Schmatt, c'est qu'il a comparé le vallée du fleuve Sénégal à l'insuline. Mais il y a deux facteurs qu'il n'a pas pris en compte, c'est la proximité du désert et de la mer. Donc, parce que la remontée du Sahel, etc., il n'a pas pris ça en compte. Mais, il faut aussi reconnaître que beaucoup de projets, et demain et cet après-midi, nos collègues qui vont en parler, beaucoup de projets de l'OMS, des projets agricoles de 1935, la mission d'aménagement du Sénégal, etc., sont des projets, en fait, qui ont pris le source au début du 19e siècle. Donc, ce sont des projets qui vont être appliqués plus tard pour construire le barrage, etc. Et je rends aussi un hommage appuyé à nos collègues historiens, Boubacar Bari et d'autres collègues Boubou Moussala, qui ont attiré l'attention des autorités sur la faisabilité de ces projets et
C'est-à-dire que l'agriculture, le projet, l'avenir de la vallée n'est pas dans l'agrobusiness, mais c'est dans l'agriculture familiale. Et malheureusement, aujourd'hui, même le problème de Fanaï nous a donné raison que, en fait, l'avenir de l'agriculture dans la vallée du Sénégal, ce n'est pas la grande industrie, ce n'est pas les grands cases agricoles, mais c'est l'agriculture. On doit accompagner l'agriculture familiale. Donc, c'était le lien que je voulais faire entre le passé et le présent. Et j'ai un article qui a été très long. Je l'ai écrit avec plaisir. Je l'ai pris aussi parce que je suis le de la vallée. J'ai publié un livre, ma thèse, donc je l'ai publié sous forme de livre à mon temps. Et j'ai épuisé un peu dans ce que j'ai écrit et ce que aussi mes livres seront écrits. Maintenant, l'article est plus long. Et pour terminer, monsieur le modérateur, je voulais seulement dire que je suis venu ici en deux qualités. En tant que communicateur, spécialiste de la vallée du Sénégal, spécialiste de la Sénégal, mais aussi en tant que représentant de l'université du Sous-Saharan de la Magnas. Le recteur m'a demandé de venir le représenter ici. Donc je l'ai fait avec un grand plaisir parce que je dois beaucoup de choses au professeur Boubacar. Et même si le recteur ne m'a pas demandé de venir ici, j'allais venir ici pour ce que je dois au professeur Boubacar Fall. Je lui dois beaucoup. Donc c'est quoi je vous dis et merci de votre attention. Je me devais d'être là puisque ce sont mes deux formateurs, mes deux maîtres qui sont là. À l'un, on rend hommage au Boubacar. L'autre devait faire la conférence inaugurale. Celui qui fait la conférence inaugurale, qui a fait la conférence inaugurale, a été mon premier directeur de l'image. Les deux autres, Ablaye Bathily et Boubacar Bari, je pense que j'ai fait partie de la dernière fournée qu'ils ont encadré, d'étudiants qu'ils ont encadrés en thèse d'État. Donc, je devais être là pour m'associer à cet hommage rendu à Boubacar Bari, qui, au niveau du département d'histoire, a tout donné, qui a formé avec Ablaye Bathily toute une génération, qui a été à la tête de l'école de Dakar pendant 2 ans d'enregistrement. Donc, la malade maternelle, je dirais, Djokadial. La deuxième casquette, c'est parce que je voudrais être là aussi parce que c'est Babacar Fall qui organise. Babacar Fall, auquel beaucoup de choses me disent, depuis Saint-Louis, depuis le temps des damnés de la terre, ça comprendra. Donc, je me devais d'être là pour cela. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. La troisième casquette, c'est je suis ici pour représenter aussi l'histoire générale du Sénégal. Cette histoire générale du Sénégal qui se doit d'être présente sur tout le territoire dès l'instant où on parle d'histoire de ce pays-là. Donc, nous sommes là. Mamadou Koné, Bouba Diop, Boubacar Bouba, et moi-même, pour présenter l'histoire générale du Sénégal. Donc, c'est avec plaisir que je vais essayer de rapidement faire l'économie de ce qui a été dit ici. Alors, 1819, on sort, la France plutôt sort du congrès de Vienne, 14. Là, c'est la France de la Restauration, la monarchie restaurée. La France vient reprendre ses anciennes possessions. Et la France signe un traité avec le BRAC et les différents dignitaires du Ouad. C'est ce traité de Diop. Il faut dire que ce traité, comme les trois communicateurs l'ont dit, ce traité bouleverse la politique dans cette région de la vallée du fleuve. C'est un bouleversement total. Pourquoi? Parce que ce traité cède au roi de France en toute propriété et pour toujours les îles et toute autre portion de terre ferme du royaume du Waalo, je dis tel que c'est qui paraîtront convenables au commandant du Sénégal pour la formation de tous les établissements de culture qu'il jugera à propos d'entreprendre dès à présent, ou pour la suite, les dites sessions faites en retour de redevances annuelles qui seront déterminées. Donc, comme aujourd'hui, nos élites signent des choses en notre absence, mais ici quand même, Bakao l'a dit, c'est à Diao. J'ai compris de son intervention que c'est le Sébabor
qui étaient habilités à signer. Donc c'est le pouvoir législatif en quelque sorte. Ça a été respecté au moins. Et toujours est-il qu'on viendra un peu sur le sens à donner à ce traité-là et la portée qu'il a. Donc jusque-là, jusqu'en 1819, les Français ne s'étaient jamais aventurés à s'installer sur le continent. Évidemment, nous avons, à la fin du XVIIe siècle, nous avons ces fameux, ces fameux traités de Ducasse dont on parle et dont on n'a jamais vu les originaux. Et ces traités-là qui, en fait, Ducasse dit qu'il a passé des traités avec les souverains du Cayor, du Baol et du Sine, et que, à partir de ces signatures de ces traités-là, la France était maîtresse de toute l'étendue sur 50 lieues et à 6 lieues de profondeur dans les terres de toute cette partie-là. Mais ça n'a jamais été prouvé, on n'a jamais trouvé les originaux. Même si Faidherbe va falloir se souviendra de ces deux traités-là au moment de la conquête. Mais toujours est-il que jusque-là, les Français étaient restés sur les îles. Donc pendant plus d'un siècle, c'est dans les îles de Saint-Louis et Gorée que la France s'est installée. Évidemment, à plusieurs reprises, ces îles sont passées aux mains des Anglais, sont revenues aux mains des Français. Mais toujours est-il que Saint-Louis, en 1819, Saint-Louis était un comptoir commercial. Comptoir commercial devenu au cours du temps le symbole de la présence française. J'ai hâte de lire l'ouvrage de Raison, je vais l'acheter. Symbole de la présence française, Saint-Louis a été largement étudié de toute façon. Sa naissance, son évolution, les différentes transformations de sa population ont été analysées par les chercheurs. Mais il faut dire que pour comprendre le sens et la portée de ce traité signé entre la France et le Wallo, il faut jeter un regard sur ce comptoir, ce qu'il représente dans le contexte de la signature de ce traité-là, c'est-à-dire ce que représente Saint-Louis au moment de la signature de ce traité, qui à coup sûr constitue un important tournant dans les relations entre la France et ce qui deviendra le Sénégal. Donc c'est ce à quoi le professeur Creuson s'est attelé. Il s'y est attelé avec bonheur, tout en présentant d'abord la ville actuelle, ville symbole, qui avec l'institut de Faidherbe, qui trotte au cours au cœur de l'île, et le pont qui porte le même nom, ce pont qui relie l'île au continent. Donc cette ville symbole continue à rappeler l'installation durable de la France dans cette ville. Mais Saint-Louis la française, cette ville, Saint-Louis devient progressivement d'art la sénégalaise. Saint-Louis devient d'art la sénégalaise quand les Sénégalais se réapproprient leur histoire, sans renier le passé mythique de la ville. Parce que depuis une quarantaine d'années, il y est institué une cérémonie qu'on appelle le Magal de Bouraka. Et c'est une occasion de voir comment les Saint-Louisiens se sont réappropriés l'histoire de Saint-Louis. Saint-Louis devient la sénégalaise. Avant, on disait Saint-Louis, sans les villes françaises, sans d'élégance et tout. Saint-Louis, c'est l'art et on commémore le passage de Cheikh Ahmadou Bamba dans cette année. Symbole de la présence française en Afrique depuis 300 ans, mais aussi symbole de l'attitude de dignité d'un leader religieux autour duquel s'est cristallisée une mémoire de refus. Saint-Louis, né du commerce atlantique et qui a grandi et évolué dans le contexte de la traite négrière. Saint-Louis donc, comme l'a montré le professeur Creuson, Saint-Louis a joué sa partition au moment de l'abolition de la traite et au moment du changement d'orientation de la politique de la monarchie française restaurée. Parce qu'il faut comprendre que la signature du traité de Niao est le second jalon de la nouvelle politique de la France dans cet espace. Le premier jalon, on en a parlé, ce premier jalon se perçoit dès 1816, quand pour le besoin de reprendre possession de sa colonie, du Sénégal qui était passé au mains des Anglais, la France, au lendemain du congrès de Vienne, envoie une division de bâtiments militaires chargée d'acheminer les fonctionnaires et les militaires français affectés au Sénégal, ainsi que les scientifiques et les politiques.
Donc ça, c'était un projet colonial très net qui était mis en place. Donc c'est le naufrage de la frégate la Méduse qui va mettre en pleine lumière les composantes de cette escadre dirigée par le colonel Schwartz. Le colonel Schwartz qui était en fait chargé de mettre en pratique cette nouvelle politique et de préparer l'accueil des colons qui désiraient s'installer au Sénégal. Le texte du professeur Dozon fait une lecture fine des composantes de cette division qui montre qu'en réalité, elle préfigure les changements majeurs dans ce qui jusque-là a été à la base de l'évolution de la colonie du Sénégal et particulièrement du Sénégal. Donc le problème de la méduse plutôt, c'est un symbole. En fait, il s'agit réellement d'une rupture qui devait créer les conditions susceptibles de relancer le commerce de la colonie, qui depuis le XVIIe siècle était tourné vers l'Atlantique et le fleuve du Sénégal. Avec la nouvelle politique, c'est vers l'intérieur des terres qu'il fallait regarder, et c'est pour mettre à exécution cette exigence que le traité de Lyon est signé entre la France et le Rwanda. Avec tout de suite après les débuts de la colonisation agricole autour de l'exploitation du coton et de l'indicot. Là, je vais m'arrêter un peu, parce que je dis que c'était pour faire des essais sur la culture du coton, là, ce que le baron Roger a continué quand Schwartz a échoué. Mais, voilà, la dernière fois, le coton, on connaissait le coton, hein. Le coton était connu dans cet espace-là. On n'a pas attendu 1819 avec l'expérimentation ici à Château pour connaître le coton. La preuve, on est utile. Si vous allez au Saloum, dans cette ville, le village, le Quête-Mort, le Quête-Mort tire son nom du coton qui s'y faisait. Donc, depuis le 15e siècle, en quelque sorte, on en parle, les sources en parlent. Il y avait du coton dans cette région-là, la culture du coton se pratiquait. Donc ce n'est pas 1815 ou 1819 plutôt, on n'a pas attendu 1819 pour cultiver le coton. L'indigo, c'est le nègre, je pense. Là aussi, je pense qu'on connaît très bien. Donc ça, quand même, je pense qu'il fallait y revenir, dire que ce n'est pas le baron Roger. Pourquoi il a dit qu'il va tenter d'activer cela? Non, la culture de coton était pratiquée ici. Donc cette tentative initiée par Schwartz va tourner court en fait. Tourner court, mais elle est reprise par le baron Roger donc pour finalement être abandonnée une dizaine d'années après. Les causes de cet échec. Chacun des intervenants parlait. Le professeur Dozon a analysé les causes de cet échec en soulignant non seulement la cherté de l'entreprise, mais aussi le travail de SAP entrepris par le milieu des traitants créoles de Saint-Louis, qui étaient indisposés dans leur confort quotidien, de leur activité mercantile. S'activer, la traite négrière n'est plus, mais le commerce de la com est là, s'est activé, et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu de cette colonisation agricole qui était pratiquement un saut dans l'inconnu. Donc ils ont fait un travail de SAP. Alors, il faut cependant insister dans les causes de cet échec. Je pense qu'il faut insister sur le traité de cession de terres signé et qui était une première, le traité de Yao. C'était une première et ça consistait en une entorse à la tradition ou à la compréhension que les Walo-Walo se faisaient de la propriété foncière, je pense. Parce que le Walo, majoritairement occupé par les Wolofs. Or, les Wolofs disent Gan du tabac. Gan du tabac. Les Occidentaux jusque-là avaient compris cela. Puisque même au milieu du 19e siècle, au moment de s'installer, il y a un document anonyme de 1957 qui dit nous étions établis au Sénégal non pas comme maîtres, comme dominateurs, mais comme commerçants, n'occupant que quelques coins de terre dont on payait des loyers aux chefs indigènes, des loyers, terrain parfaitement limité et se réduisant pour la plupart des portes du fleuve à quelques centaines de mètres carrés. En dehors de ces étroites limites, il ne nous était pas permis de construire une case.
Nous n'avions le droit de commercer avec les États du fleuve que sur certains points, à certaines époques, et en payant à leurs chefs, grands et petits, des tributs fixés par des traités que même violaient continuellement. Donc, avec le traité de Ndiao, certaines terres du Waalo ont été en quelque sorte non seulement aliénées, mais encore les chefs du Waalo s'engageaient à fournir la main-d'œuvre nécessaire à leur projet de colonisation agricole. C'était une grande prière, c'était comme un coup de canon dans ce ciel Waalo. C'est la raison pour laquelle ce sont les dirigeants qui ont adhéré à ce projet-là, mais la population n'a pas adhéré à ce projet-là. On a parlé quand il dit que les habitants de Lamdombo, qui n'étaient pas royales, se sont de tout temps opposés à ce projet-là et ont à plusieurs reprises rompu les digues. Donc, les chefs du Waalo devaient toucher des redevances annuelles. Et encore, les habitants du royaume étaient protégés contre les incursions de leurs voisins. À partir de ce moment, il y a une alliance objective entre le Waalo et la colonie du Sénégal. Et pour cela, il était donc prévisible que beaucoup de problèmes allaient découler de ce traité de Ndiao. Le traité de Ndiao, c'est cela, la portée qu'il y a de ce traité-là, c'est là qu'il faut le voir. Une réaction de bouclier, en quelque sorte, réaction de bouclier dont Mamoudou a parlé, Mamoudou a analysé dans son texte en mettant le focus sur le Fouta. Eliman Boubacar, le chef du MAT, qui dans un premier temps, quand Smas faisait sa tournée avec son accord, il dit, après le traité de Ndiao, quand il a compris qu'avec le fort qu'il y a à Dakar, cette terre était menacée en quelque sorte. Ensuite, la construction du fort de Bakel, quand il a compris tout cela, il s'est mis en coalition avec les Trasa, dans un premier temps avec le Cayor, et nous avons eu tout de suite une coalition anti-française contre le Waalo et son allié, la colonie du Sénégal. Donc, en quelque sorte, voilà l'économie de votre... Parce qu'ils ont clairement parlé, ça a été clairement dit. Mais la seule chose qu'il faut dire, est-ce que faut-il célébrer le traité de Ndiao? Moi, ça me pose problème. On ne peut pas célébrer ce traité-là, mais nous avons le devoir, parce que c'est une partie de notre histoire, nous avons le devoir de nous poser de temps en temps, de déconstruire un certain nombre de choses qui sont passées, de les analyser pour voir ce qu'on peut en tirer pour le présent. Et c'est tout le sens que je donnerai à ces rencontres-là, et pas à une célébration du traité de Ndiao qui marque un moment important dans le processus de notre mise en indépendance. Depuis l'époque napoléonienne, il y a une tradition bien française, bien napoléonienne, de s'accompagner de ce qu'on peut appeler des hommes de sciences, que ce soit des sciences physiques, géomètres, cartographes, mais aussi des sciences humaines, en particulier dans le landerneau sénégalais, Champollion par exemple, faisait bien partie de ce groupe d'officiers. Et c'est très intéressant de soulever ce genre de choses, qu'il y a une continuité même après la rupture. La restauration veut rembobiner la période napoléonienne, mais en réalité recycle ce qui a été fait auparavant, et ça c'est un aspect intéressant de la chose peut-être. La deuxième chose que je voudrais expliquer, effectivement vous avez raison, le coton, la culture du coton, comme d'ailleurs beaucoup de choses, même l'arachide, nous avons maintenant tout à fait des preuves qu'en fait c'est une culture locale au XVe siècle, au début du XVIe siècle, alors que toute la littérature dure, il y a un certain père Plumier qui l'aurait ramené des Amériques, mais là c'est une autre discussion. Mais le coton est si important qu'en fait qu'elle constituait la monnaie de base. Les échanges commerciaux, et là j'ai un article sur les réseaux d'échanges au Cid et au Saloum, où les bandes de coton, à l'époque où les Portugais faisaient le premier contact avec les populations du Saloum, du Cid, c'était les bandes de coton qui servaient à évaluer la valeur des objets échangés. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes.
et surtout dans cette zone de Caïmor où, lorsque je faisais mon terrain de thèse, de mémoire comme de thèse, une mission était en train d'apprendre aux gens à cultiver du riz. Mais voilà une zone qui, d'après les sources portugaises, exportait du riz à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Donc, dans le Baobolon, on réapprenait à des saloum de faire du riz qui était exporté, qui était dans la nomenclature des exportations de cette zone déjà, donc au XVIe siècle. Et ma dernière intervention a pour objet de... Aussi, certes, le traité de Yaou est un saut assez important, mais nous ne devons pas oublier quand même que les Français sont déjà intervenus dans cette zone. Durant la guerre des marabouts, le Chagouba, ils sont intervenus aux côtés des... Donc plus d'un siècle auparavant, dans les années 1670, ils sont déjà intervenus pour rétablir au trône donc des aristocrates traditionnels détrônés par la révolution musulmane. Donc là aussi, il y a une sorte de continuité dans le changement, comme je l'ai dit en début de mon intervention sur la composition de la flotte de la délégation de la colonne. Je m'en remercie. À propos de la grande leçon, si on n'est pas unis, on est bouffé. C'est ça la leçon. Parce que cette période-là est très importante pour nous tous, pour les étudiants, parce que c'est la période aussi de l'impérialisme, des rivalités intercapitalistes, contradictions internes et externes. C'est très intéressant cette période. Je crois que vraiment, vous donnez le temps de redupliquer ça. Rapidement aussi, l'information, je donne une information, ça peut vous intéresser. Si vous allez au cimetière de Saint-Louis, là, le cimetière catholique, il y a encore des signes de la franc-maçonnerie. Au niveau des trucs, hein, c'est pas caché. Donc c'était très présent, c'est pour vous confirmer. Si vous avez le prochain voyage, vous allez voir. Il y a des signes maçonniques là-bas. Alors, autre importance, c'est Jean d'Arc. Jean d'Arc était plus à gauche que tous ces gens-là. Parce que lui, on l'a foutu à la porte. C'était un Français. Donc, tout ça c'est intéressant, mais Jean d'Arc, lui, quand il a dit que les Wolofs, les gens, leur langue c'est beaucoup plus clair et qu'on n'a rien à leur apprendre, on l'a ramené. Et Anne-Marie Chauvet, tout ça, tous ces gens-là étaient au courant. Alors, une autre information, c'est les Signares. Je crois que c'est la rivalité entre Signares et peut-être quelque part cette rivalité qui a fait qu'à un certain moment, on a voulu faire venir des populations françaises à Saint-Louis. Parce que les Signares, qui vendaient aussi des esclaves, hein, étaient tellement puissants qu'à un certain moment, les gens ont dit, et il y a des textes où ils disent qu'il faut que les femmes blanches puissent venir au Sénégal et non pas... donc ça, je crois qu'il faut approfondir cette question. Je termine sur Faidherbe et les Bats. Mouloud a raison. Ces gens-là, ils étudient bien nos sociétés. Faidherbe, avant de venir ici, il a beaucoup étudié l'Algérie. Il a écrit sur tout ça, sur l'histoire de cette région, la partie ancienne, très ancienne. Donc, c'est des gens qui s'étaient bien préparés et malheureusement, comme il dit, nous, des fois, on n'est pas bien préparés. Je termine, Monsieur le Président, sur ce que le président Aboubakry a dit. D'abord, c'est paradoxal, c'est les organismes internationaux qui ont beaucoup plus pensé à des modèles de développement. C'est l'ONUDI et l'UNESCO. L'UNESCO a inventé le centre de Bakel où les gens du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie ont une école d'alphabétisation à Bakel. L'ONUDI, la triangulation, mais malheureusement, nos États n'ont pas. Donc je crois qu'il faudrait aussi revenir sur le rôle des organismes internationaux qui, eux, ont vu l'enjeu des pôles de développement. Au Sénégal, il n'y a que les instituts nationaux qui ont posé les problèmes des pôles de développement, malheureusement, les autres n'ont pas. Alors, je termine sur l'histoire de la mémoire. Nos traditions ont gardé les mémoires. Je disais aux amis à Saint-Louis, des fois ça les gêne, je dis Mamkoumba Bang, c'est l'hippopotame. C'est la même chose que Malibéro. Agui Simba, c'est-à-dire que nos ancêtres ont vu l'importance du fleuve et des génies du fleuve. Et ils leur ont donné des noms. Et ça, ça se perd, on ne sait pas très bien. Je crois qu'il faut revisiter ça. Et je termine, moi mon grand-père est un camarade, ma mère est camarade. Mais eux, quand ils étaient à Saint-Louis, la place où ils se réunissaient, près du palais du gouverneur, ils appelaient ça Bafolabé.
ils étaient conscients qu'ils venaient du long fleuve. Et ils se réunissaient tous les jours, ils parlaient de Bafoulamé, et c'était les Soninké, et puis d'autres, ils étaient conscients qu'ils venaient de Fouta Touba. Ils disaient de nous, Fouta Touba, qui se trouve en Guinée. Donc, je crois que cette génération était consciente de cette dimension qu'on a suivi le fleuve. C'est maintenant que ça s'est perdu, donc je pense que là aussi, il faut qu'on raconte aux jeunes comment ça s'est passé. Et même, je crois que le professeur serait bon de faire une étude sur le nom du fleuve. Le nom du fleuve Sénégal, mais il y a au moins une vingtaine de noms. Il y a énormément de noms. Les Wolof en certain, on a dit Bider Defundar, mais si on voit les sources, on a dit Palolus, ça semble être du Poulard. Il y a Djouk, il y a également Bambotum, qui semble être. Il y a énormément de noms du fleuve. Le même fleuve a plusieurs noms. Il faudrait que les gens également comprennent ce que c'est que la diversité ethnique et qu'on se respecte. Sinon, bonjour les dégâts, ce qui se passe actuellement. Merci. Il a dit que Chomals est à l'origine et en quelque sorte le père fondateur de la colonie du Sénégal. Je ne dirais pas non. Je me suis rendu compte qu'il a beaucoup fait et que même ses objectifs de mise en valeur dépassaient très largement la basse vallée du fleuve Sénégal. Parce qu'il a eu à envoyer même des missions de reconnaissance sur le haut fleuve avec le géographe Chastelus et l'ingénieur des mines Bréquille, pour ne citer que cela. Mais on s'est rendu compte que sa mission est essentiellement handicapée par beaucoup de problèmes. À peine démarré, il y a eu le rapport Meillet qui a semé le doute dans la tête du baron Portal, ce qui a entraîné la réduction même du budget. Et ensuite, l'année suivante aussi, il y a eu la mission, il y a eu une autre mission, c'est la mission Macao. Et il comptait beaucoup sur la mission Macao pour que, étant donné que c'est un militaire, Macao, c'est un capitaine de vaisseau, il comptait sur son objectivité, donc pour sa réhabilitation. Mais rien n'y est fait parce que, aussitôt après, c'est une nouvelle réduction du plan de colonisation et qui a été également suivie par son rappel par la hiérarchie. Je vous donne maintenant qu'est-ce qui explique ces devoirs du gouverneur Chomals, alors qu'il a beaucoup fait pour la colonie. Je voudrais m'associer aux différentes félicitations qui ont été adressées aux éminents historiens. Et je voudrais aussi dire que je suis très satisfait, à la limite même très content de rencontrer aujourd'hui des hommes qui me parlent de mon histoire, de ma propre histoire. Mais posé dans un contexte où, en tant que citoyen aussi, j'ai toujours le souci de mon développement, du développement local. En fait, j'étais venu dans la délégation de la mairie, mais j'ai eu la chance aussi de travailler avec certains partenaires dans le patrimoine culturel du Waalo. Et nous avions en son temps travaillé à mettre les collectivités locales dans une certaine intercommunalité. Et avec toujours le financement de certains partenaires, nous avons pu faire des choses très intéressantes que je voudrais même amener et porter à contribution. Et je l'avais promis à M. Fall, professeur Fall, mais je n'avais pas eu l'occasion depuis lors. Mais en même temps, les remercier de cette opportunité qui nous est offerte. Parce qu'en venant, je m'en suis fait à une bande d'étudiants qui voulaient organiser des manifestations culturelles. Je dis, mais il y a des choses extrêmement importantes qui se passent dans cette ville, mais ils me disent qu'ils n'en sont même pas informés. Et c'est le regret que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai entendu M. Diao dire que nous ne devons pas nous limiter à des cérémonies ou à des hommages, mais justement le Waalo qui peut-être n'a connu son histoire que par le communicateur traditionnel qui lui parle des hauts faits de guerre de ses ancêtres, il ne peut que se limiter à cela. Nous nous demandons aujourd'hui s'il faut s'approprier de notre propre histoire
quelle compréhension faudrait-il en faire pour la combiner avec ce que nous avons aujourd'hui comme besoin ou comme même interpellation face au développement territorial. En tant que conseiller municipal, c'est la question et c'est l'éternelle problématique qui justement, je n'arrive pas encore à trouver des issues, mais je pense que des organisations de cette dimension nous permettent toujours de recentrer nos réflexions. Et nous allons nous féliciter aussi de la présence de ces sommités que nous n'avons jamais peut-être rencontrées de près. Je veux citer le professeur Patili. M. Barry a dit qu'il a été beaucoup plus connu comme politicien que historien. Mais il n'y a pas de regret à cela, parce qu'il a construit des hommes. Il a fait partie des hommes qui ont au moins eu à nous dire les choses telles qu'elles se sont présentées dans notre histoire. Et cela participe aussi de la construction d'un homme. Je voudrais, M. Patili, vous remercier et vous féliciter pour ce cours académique. Parce que vous avez même, par votre modestie, voulu dire que ce n'est pas un discours inaugural. Mais vous nous avez contextualisé le développement, en fait, qui s'est posé sur des jalons d'une certaine déconstruction de ce que nous avons eu comme héritage. Et d'ailleurs, ce que j'ai retenu de cela, c'est que nous avons ici des localités ou bien des terrains, il revient dans le jargon de nos paysans, le colonnade de Richard Toll. Certains même croient que c'est une terminologie indigène. Et tout de suite, j'ai fait le link parce que nous dit-on il y a eu un article additif dans le traité, dans la traite négrière, l'abolition de la traite négrière, qui voudrait que, à la place des hommes, on exporte des produits vivriers. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte que le colonnade de Richard Toll, je crois bien, avait été mis en place. Et nous avons hérité des sociétés agricoles qui se sont implantées à l'époque, OCS, qui a eu à s'implanter ici avant la CAED, etc., etc. La STRS. Ben, aujourd'hui, intelligemment, M. Diao a fait le link avec la CSS, toujours les mêmes terres. Bon. Et c'est vrai qu'il y a autant de questionnements, mais aussi autant de réponses que vous nous avez, ou des pistes de réflexion que vous avez posées. Et nous nous félicitons vraiment d'avoir l'occasion aujourd'hui d'enrichir nos connaissances à partir de ces différentes communications. Si on se couche au même, ce sont là autant de leçons pour hier, aujourd'hui et demain. Et cela nous conforte dans l'idée qu'il faut nous engager, comme le suggère le professeur Boubacar Bari, de son plaidoyer pro domo à la construction d'une vaste Sénégambie des peuples qui est un préalable à la construction d'une natte commune qui soit solide, sur laquelle ces peuples puissent se coucher en toute indépendance. Et ceci dans une perspective transnationale pour un développement soutenu et durable de l'Afrique de l'Ouest. C'est par là que je termine cette session numéro 1 en vous remerciant tous pour votre participation, très bonne qualité, pour votre patience, pour le temps. Et maintenant, je crois que je vais remettre le micro aux organisateurs.